Premièrement, merci pour votre présence et merci à la Fondation Aliata pour cet événement. Ma question est simple. Quelle est la stratégie globale que devrait adopter le Maroc pour convaincre les personnes qui ont été convaincues par le discours du Polisario et le discours qui se dit séparatiste? Et surtout, comment le Maroc va faire pour intégrer ces individus au débat démocratique et à la société? Préférence. Euh, le Maroc, dans le Hassan II, avant sa mort, avait sorti cette phrase. Inna Allah, Inna al-Watana ghafurun rahim. Une autre phrase qui aussi, l'autonomie, c'est pas nouveau. Alors, des éléments des responsables du police ont discuté avec le roi actuel qui était prince, Abu Znaha, sur la formule d'autonomie. Donc, c'est pas nouveau. هذا الوطن غفور رحيم où là, un propos de Hassan II, il disait tout est négociable sauf le drapeau et le timbre. Ça s'inscrit dans cette philosophie. Alors, كان قال هذه الجملة وهذه الجملة زعلت بعض القيادات ومنهم مثلا عمر الحضرمي que j'ai fréquenté plusieurs fois durant les voyages que j'ai dû faire au Sahara et هو واحد il me racontait des choses qu'ils ont vécues. Et نعطيكم parmi les confidences. Au moment de la création de la RAST, qui a été fait en février 1976, un représentant, soi-disant l'ambassadeur de la RAST à Tripoli, a été envoyé par Kadhafi. Il a été envoyé à Kadhafi, le Boumdien, pour lui demander que le Polisario proclame la RAST. L'Algérie, elle connaît les rouages, comment reconnaître un mouvement de libération nationale, notamment la pratique de l'OUA en matière de reconnaissance des mouvements de libération et des États. Et l'Algérie était réticente sur le fait de proclamer la RASD, où Kadhafi poussait l'Algérie à cette proclamation. Pourquoi? Parce que la pratique au niveau de l'OUA, c'était quoi? L'OUA qui a un comité de l'équivalent d'IL 24, un comité de décolonisation. Elle reconnaissait les mouvements qui luttaient essentiellement dans les colonies portugaises, l'Angola, Mozambique et la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Et avant la reconnaissance de l'État, l'OUA, à travers son comité de décolonisation, reconnaissait les mouvements comme étant, c'est eux qui représentent la population qui se trouve dans le territoire. Et la deuxième étape, la reconnaissance de l'État. D'ailleurs, pour les trois cas, il y a eu une seule reconnaissance d'État. C'est le cas de Guinée-Bissau. Les NAO canaux avancés dans la libération des territoires. Et ils avaient installé un État dans ce qu'on appelle les territoires libérés. C'est le seul. Et même l'ONU, qui ne le fait pas d'habitude, a reconnu le PEG, le mouvement Parti africain d'indépendance de Cap-Vert, et ça a été reconnu alors que les éléments constitutifs de l'État n'étaient pas tous réunis. Vous savez, dans la reconnaissance d'un État, il y a trois éléments: la population, le territoire et une autorité gouvernementale qui exerce son autorité d'une manière exclusive, il n'y a pas d'autorité concurrente, et effective sur le territoire. Alors comment faire pour gagner le propos? Et je pense, lorsque j'ai dit en 1991, le référendum n'est pas opérationnel, n'est pas praticable, j'ai dit en même temps, il faut des retrouvailles avant l'autonomie. Et les retrouvailles permettent d'éponger les blessures, que les familles se retrouvent, que les populations des deux côtés se retrouvent. Et je l'avais dit en 1991, c'est un préalable nécessaire pour que l'histoire de l'autonomie soit appliquée d'une manière pertinente, intelligente et sans accroc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais revenir après.
Donc, il faut un travail de dialogue préalable. Même si l'ONU adopte la formule que je viens de citer tout à l'heure, c'est-à-dire l'ONU met en place les éléments, les procédures, les modalités pour la mise en œuvre de la proposition marocaine. Même avec cela, je dis que le projet d'autonomie n'est pas à lui seul suffisant s'il n'est pas préparé. Préparé par des négociations, par des retrouvailles, etc. Ma position de 91 par rapport au référendum, je la réitère par rapport à l'autonomie. Il faut des négociations préalables avant de mettre en œuvre le projet d'autonomie. Et en plus, moi, bien avant, dans l'ouvrage de 2009 sur Sahara, parmi les recommandations que j'avais faites dans cet ouvrage, j'avais proposé que le Maroc commence à appliquer l'autonomie. Il n'attend pas l'ONU pour donner un gage aux récalcitrants qui sont au-delà de la frontière et aux organisations internationales, entre autres l'ONU, comme quoi le Maroc est crédible dans sa proposition. Il est en train d'appliquer sa proposition avec tous les éléments de garantie nécessaires, et donc ça peut susciter un espoir, une adhésion, un ralliement de ceux qui hésitent encore.